L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Association indépendante, l'UNIM défend les intérêts des professionnels de la santé depuis plus de 40 ans et leur propose les meilleures conditions d'assurance professionnelle et privée à des tarifs privilégiés négociés avec son partenaire Allianz. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce dernier numéro de l'année des Mardis de la Santé UNIM proposé par Medscore, l'Observatoire des tendances santé-sport, pour son partenaire, l'Union nationale des intérêts pour la médecine. Alors, comme vous le savez, tous les 15 jours, on se retrouve dans ces studios de Medscore où nous analysons les phénomènes de marché qui bousculent la pratique des professionnels, en particulier les kinés, mais pas que, et qui tirent l'ensemble de la profession vers le haut. Donc, c'est un lieu de débat qui est ouvert entre vous tous. Nous remercions nos intervenants sur ce plateau ce soir, que je vais vous présenter sans tarder. Alors, après avoir parlé sur ce même plateau d'ingénierie, de la rééducation, de réathlétisation et des tests fonctionnels, de diversification, des kinés référents. Nous avons aujourd'hui réuni un panel d'experts pour parler de sport santé, un sujet déjà abordé lors des Mardis de la Santé UNIM, mais attaqué cette fois sous l'angle qu'est-ce que le consommateur, je mets des guillemets, patient, client, est en droit d'attendre et de qui. Alors que le santé a le vent en poupe sans que l'on sache toujours s'il s'agit d'un phénomène socio-culturel ou d'une véritable alternative prévention, probablement un mélange des deux, nous avons décidé d'entrer dans le détail. Alors, qui, professionnel, fait quoi? Qui, patient, client, peut demander quoi à qui? Beaucoup de questions à traiter ici. Alors, du sport santé comme outil thérapeutique au sporticament pour les patients, clients non sportifs, à l'optimisation de la santé pour les grands sportifs, sans oublier les aspects médico-économiques liés à une population en bonne santé et dès lors la question du financement. Un débat qui s'annonce riche en échanges et donc nous allons démarrer. Donc ici en plateau à mes côtés, le docteur Sophie Doigt. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes médecin du sport au sein du Centre de médecine du sport, donc le premier du genre qui a été créé par Jean-Marcel Ferret. Oui, en 1995, donc il y a plus de 27 ans, je crois. D'accord. Avant 98, parce qu'il était médecin des Bleus. Effectivement, c'était un des premiers, ou le premier, me semble, centre pluridisciplinaire, dont l'objectif était de regrouper au sein d'une même structure différents professionnels de santé, médicaux, paramédicaux, pour prendre en charge le sportif. Merci beaucoup. Vous voilà. avez déjà anticipé sur ma première question, mais c'est pas grave. Juste pour préciser donc que le centre est éclaté sur 2 sites, à la clinique de la Sauvegarde et à Gerland. Tout à fait. Laurence Bloin, alors on vous connaît, vous êtes déjà venue nous voir sur le plateau, donc merci de revenir. Vous êtes master kinésithérapeute, c'est mieux, parce que sinon, voilà. Master kinésithérapeute, vous avez une vision très large du métier et vous ouvrez une consultation hors convention pour une prise en charge personnalisée, individuelle ou groupée, qui va mêler yoga, pilates, aquagym, dans l'esprit du sport santé. Voilà, c'est ça. C'est suite surtout à une demande de mes patients et puis pour élargir un petit peu et pas me retrouver simplement au sein de la convention et de la nomenclature qui commence à me peser un petit peu. Et pour me régaler et mettre en place tout ça. C'est parfait. Vous allez nous expliquer tout ça dans quelques instants. Et Eddy Elabi, donc à ma gauche, vous êtes ostéopathe engagé, vous aussi, dans le sport santé, d'où votre présence ici. Et vous avez d'ailleurs réalisé un mémoire sur le sujet en allant à la rencontre d'acteurs clés dans le domaine. Alors, sans tout déflorer, peut-être quelques mots sur C'est un rapport d'enquête de 150 pages que j'ai rédigé en 2018
donc sur les formations des professionnels du sport en lien avec la prévention et la santé, effectivement. Donc ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, des médecins, des politiciens, des éducateurs sportifs. C'était très, très riche. Eh bien, parfait, vous nous en ferez part. On ne va pas rentrer dans le détail des 150 pages, mais vous allez nous faire un petit condensé résumé de ce que vous avez retiré de ces études. Et avec nous en physio, nous sommes ravis d'accueillir Bernard Montalvan. Bonsoir. Bonjour. Donc, vous êtes, bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Vous êtes ancien directeur médical de la Fédération française de tennis, donc la FFT, pendant près de 40 ans, si mes informations sont bonnes. Un peu moins. Un peu moins. 35. Bon, allez, 35. En tout cas, jusqu'en 2022, jusqu'à tout récemment. Vous êtes très engagé depuis quelques années. Alors, vous nous expliquerez aussi dans quelques instants pourquoi, mais depuis les années Covid dans le sport santé, en particulier dans le développement du tennis santé. Alors, toujours en relation avec la FFP et en relation avec Anne Gir, qui est donc à vos côtés, qui est médecin de santé publique, de formation épidémiologiste. Vous êtes également formé à la recherche clinique. Et vous êtes, et c'est la partie qui va nous intéresser ce soir, vous êtes coordonnateur au sein de la Fédération française de tennis et ambassadrice du tennis santé que vous développez en fait depuis 2013 avec l'équipe de Bernard Montalvan et une action que vous prenez très à cœur. Tout à fait. Eh bien, vous nous en direz plus dans quelques instants. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet de ce soir, nous accueillons sur ce plateau Aude Pénel, qui représente donc notre partenaire l'UNIM, l'Union nationale des intérêts pour la médecine. Alors, Aude, qu'est-ce que l'UNIM? Pouvez-vous nous présenter les actions que représente votre groupement? Alors l'UNIM, c'est l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. C'est une association confraternelle à but non lucratif qui s'est organisée il y a une quarantaine d'années maintenant pour négocier auprès d'un partenaire assureur des garanties spécifiques adaptées aux kinésithérapeutes en prévoyance, complémentaire santé, en assurance emprunteur et également pour couvrir l'exercice en groupe. Peut-on prendre un cas pratique pour illustrer, s'il vous plaît? Oui, alors la prévoyance concrètement, c'est protéger son revenu, sa famille, c'est également protéger ses investissements professionnels, mais également protéger, lorsque c'est le cas, son exercice en groupe. Alors un cas pratique, prenons l'exemple d'une personne qui est en arrêt de travail. Elle va avoir besoin de maintenir son revenu puisqu'elle va percevoir des indemnités journalières par le biais de son régime obligatoire. Dans le cas des kinésithérapeutes, c'est la carte MUCO. Et son régime obligatoire va ne lui couvrir qu'une partie de ses revenus. Donc la prévoyance va avoir pour objectif tout simplement de compléter ses revenus pour lui maintenir un niveau de vie pour lui et sa famille. De la même manière, s'il est en arrêt de travail, la prévoyance, au travers de son assurance emprunteur, va venir rembourser ses échéances de prêt. Et puis, s'il est en exercice en groupe, l'assurance cabinet de groupe va permettre de verser des indemnités journalières à sa structure sociétale pour faire face aux frais généraux de sa structure. Ensuite, imaginons que ce même kiné, il n'a vraiment pas de chance, il est en invalidité partielle, c'est-à-dire qui peut continuer à exercer son activité professionnelle, mais qu'il est diminué dans sa capacité d'exercice, et bien la prévoyance va tout simplement permettre de verser une rente invalidité en complément de ce que va verser la carte MUCO, toujours dans l'objectif de maintenir son revenu. De la même manière, son assurance de prêt pourra être prise en charge, en tout cas les échéances de son assurance de prêt pourraient être prises en charge en partie. Prenons le cas d'une invalidité un peu plus importante, une invalidité totale, c'est-à-dire qu'il pourrait exercer une autre activité professionnelle, par exemple, mais il ne pourrait plus être kinésithérapeute. Et ben dans ces cas-là, son assurance emprunteur étant une assurance emprunteur dédiée à sa profession, va être entièrement remboursée, que ce soit le capital, soit les échéances de prêt au choix. Et dans le cadre de sa prévoyance personnelle, on va venir verser une rente invalidité qui va venir complètement maintenir son niveau de vie et celui de la famille. Et puis, alors, il n'a vraiment pas de chance, ce kiné. Prenons l'exemple que son invalidité dégénère et puis que malheureusement, il disparaisse prématurément. On va verser des capitaux à sa famille, des rentes conjoints aux conjoints survivants, des rentes éducation aux enfants pour qu'ils puissent poursuivre leurs études dans les mêmes conditions qui auraient été possibles si les kinésithérapeutes étaient toujours en vie. Et puis, dans le cadre d'un exercice en groupe, on va verser des capitaux aux associés afin de leur permettre soit
de racheter les parts de l'associé décédé ou tout simplement pour faire face aux frais généraux de la structure. Par exemple, si on est sur une structure SM. Voilà à quoi sert la prévoyance quand on le regarde sur un angle large. Et comme tous les 15 jours, vous retrouvez un atelier qui est proposé par l'UNIM, donc à tous nos auditeurs. Aude, de quoi va-t-on parler ce soir, s'il vous plaît? Alors ce soir, on va parler de l'assurance emprunteur en particulier. On va faire un focus sur ce sujet-là. L'objectif, c'est de vous expliquer les différentes réglementations successives qu'il y a pu avoir sur ce marché et notamment les opportunités que vous pourrez avoir, notamment pour négocier vos assurances emprunteurs avec la loi Lemoine, sachant que souvent, quand on regarde le coût d'un crédit, on regarde un petit peu le coût du taux, sans forcément regarder toujours avec attention le coût de l'assurance. Or, dans un coût global d'assurance, qu'on appelle le PAEG, ça peut peser parfois beaucoup. Merci Aude et on vous retrouve donc à la fin de l'émission et donc nous entrons comme prévu dans le vif du sujet selon nos 3 axes. Donc nous allons commencer par prendre vos retours d'expérience dans le domaine du sport santé avec, je crois Anne, des résultats bluffants pour reprendre vos termes et au-delà des espérances finalement. Le sport santé comme outil thérapeutique ou sportiquement comme vous aimez bien l'appeler, pour quelles pathologies et quels patients peuvent en attendre le plus grand bénéfice. Et enfin, nous allons aborder les questions qui fâchent. Nous allons aborder l'aspect médico-économique. Que finance-t-on? Nous allons mener le débat sur ce qui pourrait, devrait, est déjà financé par les pouvoirs publics. Quelles limites, quelle équité aussi. Je crois que nous ouvrirons le débat avec vous tous après avoir parlé des 2 premières parties. Une petite précision lexicale sur la définition du sport santé, puisque finalement on en parle de partout, ça a le vent en poupe. Mais y a-t-il un consensus dans la définition du sport santé? Oui, je crois que on entend par sport santé, pour chacun, c'est très différent d'une personne à l'autre. Et donc, le ministère rappelle que le sport santé, c'est une politique de mise en place de séances de sport adaptées à chaque personne en fonction de l'état de santé, de l'âge et de l'état physique. D'accord, merci. Alors on peut dire qu'intuitivement, le sport c'est bon sur la santé, il n'y a personne qui va s'opposer à ça sur le plateau, mais en tout cas on en a une définition précise, politique par rapport aux actions qui sont menées. Est-ce que pour vous, vous vous retrouvez dans cette définition ou, Très bien. Donc Bernard, comment est-ce que la crise sanitaire du Covid de la Covid a été un déclencheur chez vous dans la prise de conscience du rôle crucial que peut et doit jouer une fédération sportive comme la FFT. Quand on a préparé le débat, vous avez dit que vous êtes finalement soudainement senti un petit peu investi de cette mission. Aujourd'hui, c'est complètement votre leitmotiv. Expliquez-nous en quoi cette mission sur le tennis santé donne du sens. Disons que depuis toujours, je pense que l'activité physique, c'est le meilleur des médicaments. C'est le premier des médicaments. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. On est en train de le découvrir. Anne vous montrera qu'on a des preuves scientifiques pour le dire. Quand le Covid a démarré en février 2020, mars 2020, tout le monde a été confiné. Le ministère a réquisitionné des centres pour soulager les hôpitaux. Il n'y avait pas de vaccin, les hôpitaux étaient débordés. Et donc, ils nous ont demandé ce qu'on voulait faire, si on voulait accueillir des soignants ou si on voulait accueillir des patients dans notre centre national. Et on a une trentaine de lits. On a à peu près 60-70 malades pendant 2 mois et on a déchargé un petit peu les gens qui sortaient des hôpitaux, qui n'avaient plus besoin d'être vraiment hospitalisés. Ils avaient quand même des traitements anticoagulants, ils avaient de la fièvre, ils avaient des antibiotiques. Ça libérait des lits pour prendre des gens plus aigus. Ils avaient tous leur petit oxygène. Donc voilà. Et en fait, je me suis aperçu que le rôle d'une fédération de pouvoir aider comme ça en santé publique la société, tous les patients, c'était bien. Moi qui avais toujours travaillé que dans le haut niveau,
qui m'était occupé que des champions, que de Roland, que de Bercy, que de la Coupe Davis. Je me suis aperçu que là, vraiment, il y avait une vraie attente et qu'on servait à quelque chose. Il y a des internes qui sont venus, des chefs de clinique, même le directeur d'assistance publique, il est venu voir ce qu'on faisait, il est venu jouer au tennis. Et tous nos patients, on les a fait jouer au tennis aussi. Enfin bon. Et là, je me suis dit que vraiment, c'était dans la lignée du sport santé, si vous voulez, de dire que les fédérations doivent vraiment jouer un vrai rôle dans l'enseignement thérapeutique, dans l'éducation thérapeutique de tout le monde, et que c'était un des rouages essentiels de la santé. Et je pense que c'est une des missions maintenant des fédés, d'apprendre aux gens à bien manger, d'apprendre les gens à bien boire, d'apprendre les gens à faire de l'activité physique, à leur apprendre à mieux vivre. Et puis, on le verra plus tard dans le débat, le sport a certaines facultés qui engendrent tout d'un coup des conditions où on se sent bien, où on a envie de rigoler, où on échange. Et ça, c'est une des bases de la santé. Merci beaucoup. Et donc, en effet, après 35 ans passés finalement auprès de l'élite, aujourd'hui, c'est la démocratisation du tennis santé et c'est vraiment la mission qui vous tient à cœur. Tout comme Anne, donc à vos côtés. Anne, vous vous êtes investie à fond dans le projet de tennis santé aux côtés de Bernard Montalvan et vous m'avez dit que vous avez été impressionnée par la puissance du sporticament. Racontez-nous cette expérience qui nous fascine autant et finalement qui va bien au-delà de ce que vous attendiez. Alors pour nous, tout a commencé avec le projet de la nouvelle loi santé dans laquelle l'activité physique et sportive est reconnue comme un outil fondamental de santé publique en termes de prévention, mais aussi comme un outil thérapeutique dans un grand nombre de pathologies chroniques. Donc depuis 2016, il est inscrit dans la loi santé que les médecins peuvent désormais prescrire dans le cadre d'un parcours de soins une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et aux risques du patient. Le Comité national olympique a alors décidé de solliciter toutes les fédérations sportives pour qu'elles développent des protocoles adaptés à différents publics cibles. Alors, projet très ambitieux, mais fantastique. Et donc, pour nous aider, nous avons eu la chance d'avoir des ligues pilotes qui s'étaient déjà lancés dans l'aventure et nous avons donc pu bénéficier de leur expérience, notamment sur le terrain. Et puis, le CNOSF a mis à notre disposition des visioconférences faites par différents médecins experts de chaque spécialité. Visioconférence d'une clarté et d'une grande richesse. Et puis, pour de la crédibilité, nous avons tenu à associer dans nos groupes de travail des médecins experts de chaque pathologie. Et là, on réalise que finalement, le tennis qui avait la réputation d'être un sport à risque, finalement, il a tous les atouts. Le premier atout, c'est que c'est un sport ludique et très convivial. On va peut-être revenir un petit peu plus loin dans le débat. J'aimerais poursuivre notre tour de table et je vous redonne la parole dans quelques instants où on va rentrer dans le détail des bienfaits du tennis santé. D'accord ? Très bien. Merci beaucoup. Alors, Edith, au risque d'être un petit peu contradictoire avec les précédentes interventions, vous êtes plus critique quant aux formations. Alors, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit que depuis la loi de 2017 qui permet de prescrire du sport santé, on ne forme plus des éducateurs, mais des animateurs en santé. Alors, ce qui va peut-être faire bondir en face. Alors, pourquoi ? Et dans la foulée, parlez-nous aussi des organismes de certification et leur mission de contrôle qui, comme je l'ai compris, n'est pas toujours très comme elle devrait être. Bon, alors effectivement, quand on parle de sport santé, il faut définir le cadre. Et le cadre, c'est par qui et pour qui, pour quel type de problème. Donc, on va cibler une prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Quand on est dans une prévention tertiaire, ça va être quelqu'un qui a une maladie, par exemple, où on veut lutter contre les récidives ou les complications. Et là, on est effectivement sous les fédérations. Par exemple, dans mon secteur, c'est l'Aviron Santé. Des filles qui ont eu un cancer du sein,
qui viennent faire du sport, et puis c'est très bien organisé avec des groupes de parole, etc. Donc, il n'y a pas trop de problème avec ça. C'est des personnes qui ont un DE, un DU sport santé, un diplôme APA, activité physique adaptée. C'est plutôt au niveau de la prévention primaire et secondaire qu'on rencontre des problèmes. Prévention secondaire, quelqu'un qui va voir son médecin traitant, il a pris un petit peu de poids, il a un bilan lipidique qui n'est pas très bon, une glycémie qui commence à monter, 40 ans, 50 ans. On va lui dire, remettez-vous au sport. Il va se diriger peut-être vers un centre de remise en forme pour le côté pratique au niveau horaire. Et puis, il va éviter de retourner sur le hand qu'il pratiquait il y a 20 ans avec le risque de blessure. Donc, quelqu'un qui a une discopathie qui pourrait décompenser en hernie discale, ou une femme qui a un périnée fragilisé par 3 grossesses, elle va se retrouver en salle de sport, peut-être au fond d'une salle, pas bien corrigée, sur des postures en fait, à faire des crunchs et des abdos qui risquent de créer plus de dégâts qu'autre chose. Donc effectivement, on n'est pas sur un sport santé comme on pourrait l'espérer. Et effectivement, on a des formations qui forment plus à être des animateurs que des éducateurs. Un éducateur va avoir des métacompétences de réflexivité, une manière de pouvoir se distancier par rapport à sa pratique pour se questionner et pourquoi pas modifier ce qu'il y aurait à modifier. Et c'est vrai qu'il existe des organismes. Moi, je suis chargé d'enseignement dans une école en Suisse. Et là-bas, pour avoir des certifications qualité, il y a des personnes qui se déplacent, qui viennent assister à un cours. Là, aujourd'hui, en France, je ne suis pas sûr que ce soit fait. Je questionnais un jeune BPGEPS par rapport à sa formation. Je lui posais la question, je lui disais, la base d'un entraîneur, c'est aussi avoir quelques notions d'anatomie et de physiologie. Et il me répondait, je lui demandais s'il avait des cours en rapport avec ça. Et il me disait, on a un petit polycopier à travailler à la maison, on n'a pas de contrôle de connaissances. Donc, est-ce que tous les centres de formation sont contrôlés vis-à-vis de ça ou pas? Au niveau de la prévention primaire, je terminerai là-dessus. C'est un exemple concret. Je m'occupe d'un club de foot à côté de chez moi depuis 10 ans. Je soigne les joueurs de la Nationale 2. J'organise des conférences avec Jean-Marcel Ferret, d'ailleurs, une conférence sur la prévention des blessures. Je m'occupe de la section sport santé des enfants. Et depuis un an, je m'aperçois que les gamins commencent les échauffements, enfin sans échauffement. Les entraînements sans échauffement. Voilà. Et depuis le début de l'année, ça s'est un peu généralisé. Donc j'ai posé une question de manière bienveillante. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de pratiquer quelques gammes athlétiques en début d'entraînement, montée de genoux, talons-fesses, etc. On m'a répondu il y a 2 semaines de ça, donc c'est très fréquent, c'est très, très récent. 2 semaines, vous, les professionnels de santé, les médecins, vous n'y connaissez rien à notre métier. Laissez-nous faire notre métier comme on l'entend, et puis si vous n'êtes pas content, allez dans un autre club. Donc c'est un peu triste parce que pour moi, le sport santé, c'est associé à des valeurs de respect, de tolérance, de pluridisciplinarité et puis d'humilité. Donc c'est vrai qu'on n'est pas là-dedans. Donc, en effet, on va voir qu'il y a une certaine disparité dans la mise en œuvre du sport santé. Je vais m'adresser à une autre professionnelle de santé avec vous, Sophie Doix. Comment je dois prononcer? Au choix. C'est parfait. C'est au choix. Alors, vous ne vous sentiez pas légitime sur un sujet sur le sport santé. Or, vous travaillez essentiellement avec des sportifs de haut niveau. Alors, vous, votre ordonnance, elle va plutôt être finalement de mettre le corps au repos quand c'est nécessaire, plutôt que de prescrire de l'activité, puisque vos patients à vous, ils sont sportifs. Voilà, effectivement. Alors, je ne travaille pas que avec des sportifs de haut niveau. Je travaille avec des sportifs assidus, compétiteurs, semi-professionnels et effectivement haut niveau et très haut niveau. Et dans quelle discipline aussi? Alors, j'ai travaillé en pôle sport football. Je travaille beaucoup dans le tennis aussi. Je m'occupe de tournoi WTA de Lyon. Je travaille depuis 2022 sur Roland-Garros avec la FFT. J'accompagne des athlètes olympiques dans différentes disciplines, en aviron, en skateboard, en athlétisme. C'est varié. C'est assez varié, effectivement. Je travaille avec des équipes de sport co de niveau national, en handball, en basket. Donc, c'est assez diversifié. Et effectivement, quand on m'a contactée, je me suis dit, oulala, il y a peut-être une erreur de casting parce que sport santé, sport sur ordonnance, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais prescrit du sport puisque mes patients sont déjà sportifs. Donc, par contre, vous êtes très lié au sport et à la santé, puisque pour préserver la santé, vous, justement, arrêtez un peu le sport. Parfois, mon rôle est effectivement peut-être l'inverse, pas de pousser les gens à faire du sport, mais d'être obligé de les freiner ou d'aménager, en tout cas, leur activité. Voilà. Parce que notamment dans le suivi
des joueurs dont vous vous occupez. Vous m'avez dit, parfois je me présente un peu comme la sorcière Ouais. qui brandit le Oui, drapeau top. c'est une anecdote, effectivement, notamment avec des jeunes sportifs. Et là, c'est l'allusion avec une académie de tennis, où la petite blague, c'est quand voilà, je gère une académie, ils sont nombreux, ils viennent me voir. Et la petite blague, c'est quand ils reviennent de la consultation, ils disent « Ah, t'es allé voir Sophie et t'as pris combien ?» Sous-entendu, t'as pris combien d'arrêts? Et effectivement, j'ai le mauvais rôle. Alors, les médecins du sport, enfin, Bernard, je pense, sera d'accord avec ça, on a quand même souvent un petit peu le mauvais rôle parce qu'on a la personne qui dit « Bon, ben non, là, stop, il faut couper ». Et voilà, c'est pour ça, et ce rôle de sorcière, c'est une blague parce que les relations sont bonnes, mais on est là effectivement plutôt pour couper, pour arrêter, ou en tout cas pour adapter les activités sportives quand ça est nécessaire, pour le bénéfice de la santé en l'occurrence. Tout à fait. Eh bien, merci en tout cas de participer à ce plateau parce que vous avez aussi une belle contribution à apporter. Laurence Blouin, donc, c'est ma soeur kinésithérapeute. Et donc, vous récupérez les sportifs alors voilà, après la on les a blessure. arrêtés. Quand le médecin du sport vous les envoyez, quand la sorcière, elle les a arrêtés, elle les Exactement. envoie à la deuxième sorcière qui va les qu'on leur torturer. remonte le moral. C'est ça, hein, voilà. Et Donc, vous les consolez, vous êtes bienveillante, vous En les fait, notre rôle, maternez. à nous, va être de leur faire comprendre l'importance de l'arrêt, l'importance de la reprise et la qualité de la reprise, surtout. Voilà. Après, effectivement, dans le sport santé, j'ai jamais eu une seule ordonnance. Donc, je ne peux pas Je ne peux pas en parler en tant que tel. Maintenant, ça m'intéressait de venir en parler là, maintenant, parce que, notamment depuis le Covid, mais bon, moi, ça fait 33 ans que je suis diplômée, donc j'ai vu quand même l'évolution aussi. Les gens se sont quand même de plus en plus mis à des activités sportives de toutes sortes, et pour ce que disait tout à l'heure mon confrère, avec différents niveaux, et on s'est retrouvés, nous, en tant que masseur-kinésithérapeute, à récupérer quelques fracas, récupérer des pathologies qui ont été enclenchées, voilà, récupérer aussi des pathologies, enfin remettre en activité des gens qui se sont totalement arrêtés, et puis aussi essayer de faire comprendre aux gens que le télétravail malheureusement a quelques avantages, mais aussi énormément d'inconvénients, et donc leur faire comprendre qu'une activité sportive va être importante pour eux et va être importante pour compenser et redynamiser tout ça. Maintenant, je suis aussi d'accord avec le fait que on a une grosse qualité, nous les kinés, c'est qu'on a des bilans de compétences, on a un certain nombre de compétences, on a une ouverture sur des formations qui sont une ouverture énorme. À nous maintenant de prendre ça et à bras le corps, et en fait d'utiliser tout ça pour défendre notre métier, parce qu'on est en train de disparaître. Et juste pour terminer, donc enfin terminer cette partie, je veux dire, donc en plus de votre activité de kiné libérale, vous ouvrez donc une consultation hors convention, Voilà. pour une prise en charge personnalisée, individuelle ou groupée. Voilà, tout à fait. C'est pour revenir voilà. avec ce qu'on disait tout à l'heure, parce Voilà. qu'en fait, beaucoup de gens reviennent en ayant essayé de démarrer une activité dans des groupes à 20, 25 personnes. Je ne suis pas contre, il y a des gens qui se connaissent très bien, qui peuvent le faire, qui l'ont fait déjà depuis longtemps, voilà. Mais on en a beaucoup qui se blessent ou qui ne sont pas assidus parce qu'en fait, ils ne trouvent pas leur compte, ils ne savent pas se positionner. Donc, à force d'avoir des retours ou sur des sports un peu spécifiques, comme notamment le tennis, vu que je travaille sur beaucoup la posturologie, j'ai fait la clinique du corps, toutes ces choses-là, et puis je suis ma-même sportive, je leur dis que rien n'est interdit, on peut tout pratiquer, mais par contre, il faut apprendre à le pratiquer. Et notre rôle à nous, en tant que kiné, c'est de leur décortiquer tout ça, de les mettre sur la voie. Et c'est pour ça que je développe à côté une activité parallèle pour leur faire des cours en plus petit comité, ou individuels, ou à 4, 5 personnes, ce qui me permet de les coacher, de vraiment les corriger, d'avoir une certaine émulation, et aussi qu'ils comprennent, parce que quand on va leur expliquer et quand ils le voient chez quelqu'un qui à côté, c'est pas tout à fait, on n'a pas les mêmes retours non plus, et donc je démarre ça, et parce que j'ai eu des demandes aussi. Donc de toute évidence, pour vous, le kiné doit être au cœur du futur du sport santé, et le kiné peut demander sa carte d'éducateur sportif. Et voilà, exactement, pour pouvoir le pratiquer. Voilà. Voilà. On a la possibilité de le faire en tant que masseur-kinésithérapeute, mais cette étiquette et cette carte d'éducateur sportif nous crédibilise aussi par rapport à tous les coachs sportifs qui arrivent et qui nous prennent un peu pour des agresseurs.
Merci beaucoup. Alors après avoir évoqué les bénéfices globaux du sport santé, et donc on a un consensus pour dire que l'accompagnement vers l'activité physique adaptée figure parmi les enjeux de l'accès à des soins pertinents et de qualité pour le plus grand nombre. Alors nous allons explorer plus en détail les bénéfices du sport santé dans le contexte de différentes pathologies et pourquoi finalement le sport est incontournable pour une bonne santé, tant en prévention au quotidien qu'en traitement et en récupération. Et donc, c'est l'objet de notre deuxième volet. Et je vous redonne la parole, Anne Gire. En quoi le tennis santé peut-il être adapté, modulable, en fonction des pathologies et dans quelle de ces pathologies a-t-on les résultats les plus étayés, les plus probants, les plus marquants? Merci de nous résumer un peu ces résultats. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le tennis est complètement modulable en jouant sur la taille des terrains, sur la taille des balles, sur la matière des balles. On peut absolument adapter les déplacements, adapter la vitesse de jeu et rendre le tennis accessible absolument à tous et s'adapter à chaque personne. Et il faut savoir que lorsque le tennis est adapté, eh bien, il y a très peu de contre-indications, donc on peut le prescrire dans un grand nombre de pathologies chroniques. Deuxième atout du tennis, c'est un sport qui est très ludique et très convivial. Donc, ce qui fait que les gens y adhèrent et continuent sur le long terme. Et c'est là l'enjeu du sport santé, c'est que les gens continuent. D'accord. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner justement sur des études, sur la diminution de mortalité, allongement de durée de vie? Voilà. Est-ce qu'on a un peu des chiffres? Alors, deux grandes études sont sorties. La première en 2016 qui portait sur une colloque de 80 000 Britanniques, donc étude très sérieuse. Eh bien, elle place les sports de raquette en numéro 1, loin devant les autres disciplines, avec une réduction de la mortalité, toute cause de 47%, mais surtout une réduction de la mortalité cardiovasculaire de 56%. Et les experts explique que le rythme du tennis, qui alterne des efforts plus ou moins intenses avec des périodes de récupération, eh bien, contribue à renforcer la qualité des parois artérielles. 2 ans plus tard, deuxième étude sort sur le même modèle, cohorte de 8500 Danois, et avec comme indicateur l'allongement de l'espérance de vie. Eh bien, le tennis est à nouveau en tête, avec presque 10 ans d'espérance de vie en plus par rapport à quelqu'un qui ne fait pas de sport. Donc, vous voyez que le tennis arrive en numéro 1. Merci beaucoup. Alors, on n'est pas exclusivement en tennis santé sur ce plateau, mais en sport santé. Le tennis en est un excellent exemple, mais il ne faut pas non plus écraser toutes les autres disciplines. Non, bien sûr, mais voilà, on a une place de numéro 1 et on en est très fiers. Merci beaucoup. Alors, Eddy, vous avez mené, vous, en 2018, une étude clinique sur la sarcopénie, qui a impliqué moins de volontaires, 46, et pas comme l'étude danoise. Pour autant, les résultats sont très intéressants. Alors, je crois qu'il y a une certaine confidentialité parce que tout n'est pas publié. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire que ce qu'a révélé cette étude? En fait, bon, je suis ostéopathe et puis formateur pour les professionnels de santé, mais j'ai créé puis dirigé pendant 5 ans un centre de remise en forme où on proposait des conférences d'éducation à la santé et des ateliers d'éducation thérapeutique. Et on s'est lancé dans un programme avec une démarche scientifique bien précise, des critères d'inclusion, etc., pour voir si le gain de force pouvait avoir un effet sur les douleurs articulaires. Donc on s'est intéressé aux membres inférieurs. Et bon, toute la difficulté, c'était de faire travailler en force une articulation en souffrance. Donc il fallait être très progressif. Il fallait travailler dans des amplitudes respectueuses de chaque personne. Et on a eu des très bons résultats par rapport à une EVA, une échelle visuelle analogique par rapport à la douleur, sur quelques semaines avec un gain de force significatif. Voilà, c'est intéressant. Effectivement, j'ai rédigé un article que j'ai fait lire à un enseignant-chercheur, un professeur d'université, qui m'a conseillé de le proposer à la publication.
D'accord. Merci beaucoup. Vous reviendrez pour nous en parler, que ça sera Plaisir. publié. Laurence, donc l'idée, elle est d'utiliser vos compétences, connaissances, expériences de kiné pour les adapter aux pathologies. Donc, vous vous êtes formé à la clinique du coureur, d'ailleurs, comme Sophie, je crois, toutes les deux. Et vous souhaitez intégrer également la cohérence cardiaque. Alors en fait, Comment- différentes formations. Je fais du pilates, du yoga, D'accord. la cohérence cardiaque, de la micronutrition. Et en fait, j'aimerais pouvoir proposer un pack, entre guillemets, individualisé en fonction de chaque personne à qui j'ai affaire, parce que je pense que dans chaque technique, on peut aller chercher la solution pour chacun en fonction des pathologies, prendre en charge des gens qui ont peur d'aller faire du sport parce qu'ils sont très douloureux. Donc leur montrer que du yoga est accessible à tous. On n'a pas besoin de se mettre la jambe au-dessus de la tête pour pouvoir se régaler et surtout augmenter les amplitudes et l'adaptabilité. Et puis après, retravailler aussi sur le travail musculaire de façon plus douce avec du pilates ou avec d'autres formes de techniques musculaires. Et puis, bien évidemment, prenant en compte aussi tout ce qui est stress, toutes les composantes de stress. Et donc, avec la cohérence cardiaque, c'est vrai que j'arrive à trouver quand même beaucoup de solutions pour permettre à chacun de se poser, entre guillemets, de rééquilibrer le système neurovégétatif. Ça nous permet aussi de remettre en activité des gens qui ont eu des algodystrophies et certains sportifs de haut niveau notamment. Ça permet de leur donner la capacité de reprendre l'activité. Et puis après, avec la clinique du coureur, c'est vrai que l'analyse de la course, on a beaucoup de pathologies avec des gens qui se sont mis à courir mais qui n'ont pas les bonnes techniques, qui n'ont pas les bonnes fréquences, et sans les faire passer en premier lieu par le magasin de sport pour l'achat des chaussures, on va déjà décortiquer leur posture et leur façon de courir pour pouvoir... Donc avec toutes ces techniques-là, un coureur, s'il n'a pas de mobilité, s'il n'a pas d'ancrage, s'il n'a pas de gainage, n'aura pas le résultat et le ressenti qu'on pourrait trouver chez quelqu'un d'autre, sans être un coureur de très haut niveau. Mais se faire plaisir et ne pas se blesser. D'optimiser en tout Être dans cas. de la prévention en même temps. Voilà. Et pas que dans du traitement. Souvent en kinésithérapie, on est malheureusement, nous, dans le traitement, on ne nous demande pas d'être dans la prévention. Oui. Donc, pourtant, c'est aussi votre rôle. Voilà, tout à fait. Alors, Bernard, au-delà des études prouvant l'action thérapeutique du sport santé, avec les chiffres notamment que nous a rapporté Anne à vos côtés, il y a aussi la dimension plaisir qui permet de changer de dimension. En quoi on décuple les résultats dans le sport santé quand justement on intègre cette dimension? En fait, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. C'est pas seulement pas avoir de maladie. Et je vous donne un exemple. Quand vous avez un cancer, vous avez des tas de gens qui s'occupent de vous, hyper scientifiques, qui vont décider quelle chimiothérapie, quel traitement, quelle radiothérapie, toutes des choses qui sont hyper techniques. Mais forcément, vous isolez un petit peu, vous parlez un peu moins, vous isolez. Et je pense que l'activité physique, par le fait qu'elle vous donne un bien-être, par le fait qu'elle peut vous donner du plaisir, par le fait que vous allez pouvoir vous socialiser, discuter avec des personnes qui font du sport avec vous. Par exemple, le Octobre Rose qui fait des activités ludiques dans le tennis avec le docteur Cuvier. Quand on fait des formations avec ces femmes-là, on se rend compte que elles ont une énergie incroyable d'être sur le terrain, de sourire, de faire autre chose. Et surtout, elles parlent entre elles. Et quand on voit aussi également l'activité tennis santé que peut donner à l'hôpital de Bligny, où il y a une équipe formidable de cancérologues qui font jouer les gens assez vite dès qu'ils sortent de chambres de stériles, c'est le petit plus qui peut faire la différence. C'est-à-dire que le patient, il est tout seul au fond de son lit, il est malade, il ne se sent pas bien. Tout d'un coup, il se dit « Ah j'ai fait un truc ». Alors, le tennis, mais bien sûr d'autres sports, je suis complètement d'accord avec vous, ils ont le plaisir et ils reprennent confiance en eux. Et je pense que un des secrets de la guérison, c'est la force qu'on a en soi, la force qu'on veut mettre en soi pour guérir. Et ça, le sport, par ses capacités de plaisir, par ses capacités de partage, vous permet de faire le point sur vous-même et de vous donner ce courage-là et cette force-là, indispensable pour guérir. Oui, et puis après, avec toute la diversité qui est proposée, à chacun aussi de choisir en fonction de ses appétences. Si le retour au sport doit passer par la Zumba parce que c'est ludique, ça peut être un bon retour pour se brûler le popotin. Tout à fait. Pour finir, bien sûr, toute la difficulté, et c'est là où Eddie et Laurence et Sophie sont
leur capacité à pouvoir analyser ce que peut faire le patient ou ne pas faire le patient, c'est essentiel. C'est évident qu'on ne peut pas leur faire n'importe quoi, mais il faut que ce soit adapté. Et comme le disait Anne, avoir une activité très, très douce et bien adaptée au départ, après, ils vont progresser pour en faire plus. Merci beaucoup. Alors Sophie, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous êtes aussi formée donc, à la physique du coureur, à la clinique du coureur. Et donc, on a des données très concrètes quant aux bienfaits du sport santé. Alors, lesquelles, et parlez-nous aussi, puisque c'est votre rôle, des conséquences du surentraînement sur la santé et de la coordination entre le médecin du sport, le prépa physique, le kiné, le coach, enfin tout ce petit monde qui doit se coordonner autour du patient. Oui, la clinique du coureur reprend. Alors, ce sont des études qui ont été synthétisées. Et alors, je suis ravie d'apprendre que le tennis est leader dans le sport santé, parce que c'est mon sport de cœur. Et ceci dit, sur le sport en général, il y a eu des études effectivement qui montrent le bénéfice du sport sur la santé. Une étude de 2015 qui était parue dans le JAMA sur 600 000 personnes a mis en évidence que le sport permettait une diminution de 30% de survenue de pathologies cardiovasculaires et des cancers. Une autre étude qui date de 2013. Alors, la première étude, c'est sur des sportifs tout venant. La deuxième étude, c'est sur des sportifs plutôt de haut niveau, puisque ça concerne des cyclistes, tous les cyclistes français qui ont participé au Tour de France depuis 1947, puis tous les sportifs des Jeux Olympiques sur un siècle. Cette étude montre que ces personnes, ce panel de personnes, a une espérance de vie qui est supérieure de 7 ans à la population qui ne pratique pas de sport. Donc 7 ans de bénéfice de vie, 2 ans qui sont gagnés, 2 ans de vie gagnés sur le plan des pathologies cardiovasculaires et 2 ans sur le plan des cancers et les 3 autres années sur de différentes pathologies. Donc le bénéfice du sport, comme on le dit depuis tout à l'heure, il est clair pour tout le monde. C'est le point sur lequel on est absolument tous d'accord là-dessus. La différence après entre le sport santé, l'activité physique et le sport, c'est un petit peu différent. Le sport, il y a des notions de règles, de performance, et donc avec un risque, une personne qui va peut-être prendre des risques pour être plus performant. D'où blessure, d'où peut-être surentraînement. En réfléchissant à l'émission, j'ai fait un petit parallèle. Anne parlait tout à l'heure de sporticaments. Et quand on parle de médicaments, il y a potentiellement des effets secondaires. Et dans la réflexion, je dis, tiens, le sport, sporticamment... À dire. Mais le sport peut avoir parfois des effets secondaires néfastes. En un, les blessures, qui sont quand même assez fréquentes. Et c'est mon quotidien, c'est le quotidien des kinés, c'est le quotidien des ostéopathes aussi, même si on est aussi dans la prévention. Donc les blessures, le surentraînement éventuellement, aussi une autre pathologie, oui, l'addiction au sport, la bigorexie. Donc, et quand je disais tout à l'heure que, pas moi en tant que personne, mais le médecin du sport, je me disais, bon, c'est peut-être une heure de casting dans le sport santé, on n'amène pas les gens au sport, on a déjà des gens sportifs, mais on a un rôle en fait, c'est de retrouver, rechercher, faire la prévention et traiter ces effets secondaires néfastes du sport, à savoir les blessures, le surentraînement, éventuellement la bigorexie, ça on n'en voit pas tous les jours. Mais voilà, la recherche... La bigorexie, c'est vraiment la dépendance au sport, comme l'est... c'est une addiction. C'est une addiction. C'est un petit peu anecdotique parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Mais c'est quand même un effet secondaire néfaste du sport. Donc voilà, le rôle du médecin du sport, voilà, ça va être de prendre en charge, de dépister, de prendre en charge et de prévenir ces effets secondaires potentiels néfastes. En collaboration, bien sûr, on est dans le pluridisciplinaire parce qu'on a besoin d'une collaboration entre le médecin, l'ostéopathe, le kiné, mais aussi il y a une interaction qui est très importante, alors plutôt dans le sport de haut niveau, avec également le coach, les préparateurs physiques, c'est capital. Il faut qu'il y ait une coordination de tous ces corps de métier autour du sportif pour prévenir la blessure, pour la prendre en charge quand elle est là, et ensuite pour remettre la personne au sport dans les meilleures conditions possibles. Et il faut la collaboration de tout le monde et que tout le monde fasse son job et reste à sa place aussi, effectivement.
Merci beaucoup. Alors maintenant que nous avons largement parlé des bénéfices, mais aussi des risques du sport santé, nous allons aborder les questions qui fâchent, notamment le financement, donc l'aspect médico-économique. Que finance-t-on? Que doit-on financer? On en parle tout de suite après le message vidéo que nous délivre notre partenaire l'UNIM, l'Union nationale des intérêts pour la médecine. À tout de suite. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Adhérer à l'UNIM, c'est bénéficier d'une offre conçue par des professionnels de la santé, pour des professionnels de la santé, avec des garanties spécifiques et exclusivement adaptées à leurs besoins. Prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt ou encore protection de l'exercice en groupe. Ensemble, assurés d'être bien assurés. Alors, merci d'être resté avec nous et donc l'aspect médico-économique crucial sur le sujet du sport santé. Que finance-t-on? Donc, un débat sur ce que pourraient, devraient financer les pouvoirs publics. Quelle limite, quelle équité. Bernard, je m'adresse à vous. Comment doit-on financer le sport santé? Faut-il donner des subventions? À qui? Comment? Je crois que là derrière, il y a une vraie question politique. Notamment, vous avez aussi quelques connexions avec ce monde-là. Alors, pour le moment, il y a eu 2 lois santé, la loi santé de janvier 2016 et de 2022 qui donc autorise le médecin à prescrire une activité physique pour toutes les maladies. ALD, maladie longue durée, perte d'autonomie, enfin bon, pour tout le monde. Mais pour le moment, la prise en charge de l'assurance maladie n'existe pas. C'est-à-dire que le médecin prescrit, faites du tennis, du ping-pong, mais ce n'est pas remboursé. Donc, il ne faut pas dire que le ministère ne fait rien, ils font quand même des choses, mais ils font des choses qui, pour le moment, sont un peu opaques. Il y a les maisons santé, il y a à peu près 500 maisons santé en France qui est chargée justement de dispatcher, de faire le travail de Laurence, de Eddy, de Sophie, de dispatcher les gens et de les adresser à certains centres sportifs pour les aider. Mais en fait, ça ne profite pas tellement aux patients parce qu'on ne sait pas très bien comment c'est financé. C'est plutôt financé par les ARS locales qui sont assez autonomes. Et je pense que si on voulait faire un boost du sport santé, excusez-moi, je pense qu'il faudrait expliquer aux patients que... Donc vous avez quand même le droit de parler de tennis santé, hein. On parle plus largement du sport santé, mais on ne bannit pas le tennis santé, bien au contraire. Hein. D'accord. Ce serait que l'assurance maladie donne un coupon à tous les Français pour faire du sport. Un petit somme, pas tout, parce qu'il ne faut pas penser que tout doit être remboursé. Non, il faut que la personne ait envie, bien entendu. Donner un coupon à chaque sédentaire, à chaque personne. Facteur de risque, 60 ans, ben voilà, c'est un facteur de risque, 60 ans. Vous commencez à avoir des problèmes. Ben, tous les gens de 60 ans qui ne font pas du sport, ils auraient un coupon pour en faire une activité physique. Les mutuelles devraient un petit peu enchaîner un petit peu pour donner à chaque patient un coupon. Et à partir de là, le patient, il pourrait aller voir un club de natation, aller voir un club de course, aller voir un club de foot, aller voir un club de tennis. Et former leurs équipes pour accueillir ces gens. Si une personne a un diabète, si une personne elle est obèse, si une personne a un cancer. Et voilà, donc je pense qu'en fait, ce serait une des solutions. Pour le moment, ce qui existe quand même, c'est qu'il y a certaines municipalités qui sont hyper dynamiques. Strasbourg, ils sont en tête. Reims, ils sont en tête. Où ils créent des programmes sport santé, soit dans la ville, soit avec des associations de malades, parce que les associations de malades sont aussi très, très actives. Les associations de cancer, les associations de diabète, qui font, avec certaines fédérations, des conventions pour une prise en charge de leurs patients. Donc, en fait, actuellement, il y a de plus en plus d'activités locales avec les associations de patients malades et avec les villes et avec les collectivités. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien maintenant qu'il y ait un coup de pouce de l'assurance maladie pour aller au bout de leur démarche, puisqu'ils l'ont passé dans la loi. Et vraiment, l'activité physique, c'est un vrai médicament. Comme le disait Sophie, il y a des contre-indications, il y a des accidents. Mais le pire, c'est de rien faire. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Le pire, c'est de rien faire. Si vous commencez doucement, vous n'allez pas vous blesser.
et ça vous fera du bien. Anne, concrètement, comment est financé le tennis santé et sur quel terrain de jeu vous menez vos actions et quelle perspective pour étendre, alors je n'ose pas parler d'évangélisation, mais donc pour aller plus loin auprès d'autres publics scolaires, autres, enfin, pour faire toutes les tranches d'âge et tous les milieux sociaux? Alors, pour l'instant, les financements dépendent des régions parce qu'il y a des agences régionales de santé qui financent les séances de sport santé. Donc, c'est dépendant des régions puisqu'elles ont leur autonomie. Au niveau de la FFT, nous avons le trophée des actions solidaires et dans laquelle il existe la thématique sport-santé. Donc, les clubs peuvent candidater et recevoir un certain financement qui les aide quand même à apporter une offre. Au niveau des ligues, certaines ligues, la Ligue du Grand Est par exemple, apporte des financements aux clubs. L'Agence nationale du sport apporte des financements assez conséquents aux clubs qui déposent des dossiers. Et puis, avec tout cela, les clubs fixent, les tarifs sont complètement différents d'un club à l'autre. Certains choisissent la gratuité, par exemple, la première année, et puis à partir de la deuxième année, ils font payer. Et les clubs s'aperçoivent que c'est assez gagnant d'investir sur le sport santé parce que comme c'est un sport intergénérationnel, eh bien, les patients font beaucoup de publicité auprès de leur famille qui viennent s'inscrire dans les clubs. Donc, ce n'est pas un frein au développement et on arrive à fonctionner. Merci. Pour l'instant. Merci beaucoup. Alors, Sophie, vous avez un petit coup de gueule à pousser, donc on va profiter de ce plateau pour le faire. Parce que, alors, la visite d'aptitude pour la licence des sportifs de telle ou telle fédé sportive n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Donc là, je vous cite, pour vous, c'est pas logique, c'est pas juste. Alors, pourquoi il vous semblerait plus équitable de financer cette visite? Alors, oui, c'est pas un coup de gueule, mais je trouve que c'est d'un manque de logique total, puisque tout le monde est d'accord sur le fait que le sport est bénéfique pour la santé, donc il faut faire du sport. Et effectivement, quand les gens viennent pour une certificat, alors on ne dit plus certificat d'aptitude au sport, c'est le CACI, le certificat d'absence de contre-indication au sport. Et effectivement, on n'a pas le droit de faire rembourser ces visites par la sécurité sociale. Alors, non, c'est pour le sport, donc on ne fait pas rembourser. Donc on dit l'inverse. Il y a des choses dans cette visite. Et oui, et effectivement, le problème, c'est que donc c'est complètement l'inverse de ce qu'on dit. Il faut faire du sport. Ah oui, là, c'est pour le sport, on ne rembourse pas. Donc il y a quelque chose que je trouve absolument pas logique. Et surtout, cette visite, elle est capitale parce que les petits enfants, ils sont suivis, ils vont chez le pédiatre, ils vont chez le généraliste. Les personnes qui ont plus de, 50 ou qui ont des pathologies sont suivies. Par contre, les enfants à partir de 12-13 ans, les jeunes adultes, jusqu'à 40-50 ans, quand ils ne sont pas malades, souvent ils ne voient pas de médecin. Et le seul médecin qu'ils voient finalement, c'est le médecin pour la visite, pour la licence. Et c'est, en tout cas, ça dépend comment on le fait, mais moi je la conçois et je la réalise, comme la plupart de mes collègues médecins du sport, comme une vraie visite de prévention. Alors on regarde chez les enfants, on regarde les courbes de croissance, on va vérifier l'absence de scoliose, le nombre de scolioses qu'on découvre chez des enfants qui n'avaient pas été vus par un médecin depuis 3 ans ou 4 ans. On vérifie l'absence de maladies de croissance, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est un petit peu vaste. L'électrocardiogramme est recommandé par les sociétés européennes de cardio du sport à partir de 12 ans. Tous les ans, je découvre chez des enfants une maladie cardiaque. Alors, c'est 1 ou 2 par an, mais ça sauve une vie. Chez les plus de 40 ans, ce n'est pas tout à fait la même problématique. Les gens ne voient pas de médecin, mais il y a effectivement le suivi des vaccinations. Il y a, à partir de 40 ans, il faut réaliser des bilans cardiaques, électrocardiogramme de repos, tests d'effort, et ce sont des choses qui ne sont pas faites. Des examens biologiques aussi pour dépister des hypercholestérolémies, du diabète. Et c'est sûr, si ces gens ne voient pas de médecin, ces dépistages ne seront pas faits. Et la visite d'aptitude, de non-contre-indication au sport est l'occasion de faire toutes ces recherches et de faire de la prévention. Et c'est dans ce sens-là, je trouve que ce n'est pas logique que la sécurité sociale et que les autorités demandent à ce qu'elles ne soient pas prises en charge. Eh bien, merci. Je pense qu'on partage en plus avec vous ce constat et que, au-delà de le partager, il faudrait peut-être le faire remonter. J'imagine qu'il y a des gens qui essayent de faire remonter ça et peut-être qu'ils feront bouger les lignes. En tout cas,
on donne la voix sur ce plateau. On verra jusqu'où la voix porte. Laurence, on rappelle vite fait le tarif conventionné pour le kiné. Et quel business model alors en créant une seconde structure? Est-ce qu'elle est complètement indépendante de la première? Est-ce que on peut dire que dans la première classique, on reçoit des patients et que dans la seconde, on va plus parler de clients? Quel est le juste équilibre entre les deux? Déjà, Quel est le juste effectivement, il y a le équilibre? patient, il y a le client, mais je pense que ce qui est bien, c'est souvent, on leur donne l'envie parce qu'on les réathlétise, on commence quand même à retravailler toute leur posture, et ils vont mieux, on leur donne des conseils, et d'eux-mêmes, ils nous demandent s'ils peuvent continuer avec nous. Et moi, je pense que c'est important qu'on sorte ça du cabinet de kinésithérapie et qu'on puisse enfin appliquer nos tarifs. Malheureusement, il n'y a aucune prise en charge. Donc ça, c'est au bien vouloir du client, celui qui va donner. Et ça veut dire que vous vous retrouvez en compétition sur ce volet, sur des coachs, des éducateurs. Exactement. Ça fait une activité En restant, c'est vrai que les kinés, on n'a pas été tellement formés au niveau économique. Donc l'expérience nous permet de se détacher un petit peu de ça, mais c'est quand même pas évident. Mais si on prend des petits groupes de 4-5 personnes, on peut rendre accessible à tous les séances, faire des séances de qualité, faire des séances dans lesquelles ils peuvent échanger et puis en restant dans des tarifs raisonnables. Mais je pense que ce serait intéressant que la Sécu, effectivement, nous, on n'a aucune information localement. Les ARS ne nous informent pas sur ce qui est pris en charge ou ce qui ne l'est pas. Donc, j'avoue que là, ce soir, j'arrive en tant que mauvais élève, je n'ai pas d'idée de ce qui se fait dans notre secteur. Mais en tout cas, les mutuelles devraient pouvoir le faire au même titre que les séances d'ostéopathie, qui sont aussi de la prévention ou du traitement. Voilà. Donc, mais les gens le font volontiers quand même de venir et de payer pour leur santé. Enfin, ils essaient. Donc, après, à nous de faire des efforts aussi parfois en fonction de la personne et de son côté économique. Donc, des solutions à trouver pour mettre vos compétences de kiné au bénéfice de ceux qui en ont besoin. Et du coup, j'ai la transition directe avec Eddy. Selon vous, alors, quel modèle économique, alors c'est un petit peu ambitieux là en quelques minutes qui nous restent, au bénéfice du sport santé, quelles pourraient être les bonnes idées à mettre en place pour un système responsable et viable et qui soit éthiquement acceptable? Tout ça en une minute, bien sûr. Oui, très rapide. Alors en fait, je ne suis pas très légitime pour parler des aspects économiques puisque j'ai un exercice qui est complètement non conventionné et puis privé. Donc, vous avez comme des idées? Oui, j'ai quelques idées parce que j'ai travaillé sur des manifestations de prévention avec une mutuelle dans mon secteur et je discutais un petit peu avec le directeur de la mutuelle qui me disait que ça se faisait un petit peu à l'étranger. Ils en ont discuté à l'instar du bonus-malus. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire quelqu'un qui aurait une conduite, alors plutôt que partir sur le malus, plutôt sur le bonus, parce que éthiquement parlant, c'est pas correct quand même de punir les gens. Mais gratifier quelqu'un qui a une attitude positive sur sa santé, qui fait du sport, qui fait l'effort de le faire. Alors après, pour contrôler ça, c'est peut-être difficile, mais d'avoir peut-être des avantages financiers sur leur cotisation annuelle mutuelle. Tout à fait. Alors, vaste débat qui s'ouvre, parce qu'effectivement, il y a débat et on pourrait encore en parler des heures, parce que là, pour imaginer des systèmes, on aurait besoin de temps. Malheureusement, l'émission touche à sa fin, donc je vais faire un petit tour de table pour vous laisser à chacun faire votre petit mot de conclusion, délivrer votre petit message, votre take-home message. Je vais commencer peut-être... Allez, je vous donne la parole. Bernard et Anne, chacun, petit mot de conclusion. Eh bien, moi, pour conclure, j'avais envie de vous donner quelques témoignages de patients. Premier témoignage, pendant la chimio, faire du sport, c'est extraordinaire. Quand on n'en fait pas, on voit la différence. Bruno, en soins post-greffe de moelle, cela aurait été une activité essentielle de mon séjour à l'hôpital. Après chaque séance, c'était comme si j'avais grimpé une marche supplémentaire vers le retour à la vie normale. Et enfin, je redécouvre le plaisir de bouger. C'est vraiment le médicament pour une grande jeunesse. Merci beaucoup pour ces beaux témoignages qui sont une très belle conclusion. Bernard, vous souhaitez ajouter J'ai rien de plus à dire, c'était trop bien, c'était bien. Eh bien, parfait. Et c'est vrai que c'est les patients qui en parlent le mieux. Sophie, qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne? On est tous d'accord donc, sur le fait que pour être en bonne santé, il faut faire du sport. J'ai envie de rajouter aussi que pour être un bon sportif,
il faut un bon sportif et avant tout un sportif en bonne santé, un sportif pas blessé. Et c'est par ce biais que j'arrive à sensibiliser des bons sportifs ou des jeunes sportifs sur l'importance de la prévention générale, de l'hygiène de vie, de bien manger, de bien dormir, de ne pas faire trop d'écran. Donc le sport va être aussi un moyen d'amener les sportifs assidus et les jeunes sportifs à avoir une meilleure hygiène de vie. Et la finalité de tout ça, c'est le bénéfice sur la santé. Merci beaucoup. Parfait. Laurence, Mon petit mot avis de la fin. rejoint celui-ci en disant que effectivement l'essentiel c'est de bouger Mhm. correctement et de prendre conscience en fait de tous les effets pervers, de tous les effets positifs et de pouvoir faire vraiment de trouver un équilibre là-dedans et de pouvoir ensuite effectivement partir sur du sport un peu plus intensif, de plus haut niveau. En tout cas, moi c'est le but, c'est de faire découvrir aux gens toutes les possibilités de notre corps. Et leur posture dans l'espace, c'est savoir se connaître aussi. Parce que par le sport, on arrive à découvrir beaucoup de qualités cachées. Tout à fait. Merci beaucoup. Eddy, un petit mot de la fin. Donc très rapide, je suis depuis tout jeune convaincu de l'utilité du sport santé. Et je répète souvent à mes patients, attention, une activité physique bonne pour la santé, c'est une activité physique qui induit quand même un minimum de pénibilité. Quand on n'a aucune sensation de fatigue, effectivement, ou aucune sensation d'effort, on ne va pas avoir un effet efficace. Voilà. Merci en tout cas à tous les 5 d'avoir participé si activement à ce plateau. Merci aux équipes de Medscore et de Ouvrez l'œil qui nous ont permis la réalisation de ce plateau. Bien sûr, sans oublier l'UNIM, notre partenaire pour ces mardis de la santé. Et donc, rendez-vous en 2023 pour un programme riche des mardis de la santé UNIM Medscore. Mais la soirée n'est pas tout à fait finie puisque vous avez rendez-vous à présent avec l'UNIM pour un atelier que vous présente Aude Pénel. Oui, alors ne nous quittez pas, vous pouvez rejoindre l'atelier en cliquant en haut à droite de votre écran. L'idée, c'est de rencontrer les équipes de l'UNIM qui vont vous expliquer dans quelle mesure, avec la loi Lemoine, vous allez pouvoir faire des économies d'emprunteurs en vous appuyant sur la dernière législation en cours qui est la loi Lemoine. L'UNIM, l'Union nationale pour les intérêts de la médecine. Les adhérents de l'UNIM bénéficient également d'un bouquet de services innovants, parmi lesquels une garantie d'assistance et de services très complète, ainsi qu'une protection juridique vie privée, vie professionnelle. Ensemble, assurés d'être bien assurés.